Les conclusions du rapport d'enquête sur l'accident de la navette Challenger sont édifiantes. Elles indiquent clairement que les causes de l'accident s'inscrivent dans une longue histoire où s'accumulent défaillances techniques et managériales, incapacité à les reconnaître et à les résoudre, et finalement acceptation de cet état de fait, faute d'être en mesure d'aboutir à une solution permettant de traiter le problème initial, à savoir, rappelons-le, la fiabilité d'un simple joint valant quelques dollars. Yannick Malvergne, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de finance à l'Institut d'administration des entreprises de Saint-Étienne et à l'École de management de Lyon, l'EM Lyon. Vous êtes dans l'Encyclopédie de la stratégie, l'auteur d'une entrée consacrée aux risques extrêmes, dont je viens de lire un passage sur la navette Challenger. Entrée absolument passionnante. Qu'est-ce qu'un risque extrême, Yannick Malvergne? Écoutez, je pense que la citation que vous venez de reprendre illustre bien ce qu'est un risque extrême. Un risque de taille ou de conséquences colossales, et c'est bien ce qui en fait l'importance et l'ampleur du sujet. De par leurs conséquences, les risques extrêmes vont avoir un impact sur l'entreprise, sur l'économie, sur l'organisation au sens large, tout à fait considérable, tout à fait atypique. Je pense que la notion, le caractère atypique des risques extrêmes est importante. Je pense également que, comme souligné dans l'exemple, l'accumulation, la dynamique, l'absence de capacité à répondre à un problème finalement assez simple illustre bien là aussi le caractère extrêmement important pour l'organisation. L'image classique que l'on a du battement d'ailes de papillon qui déclenche une tornade, etc. Voilà, on est sur l'archétype de la problématique des risques extrêmes, leur ampleur, leur dynamique, pourquoi est-ce qu'ils émergent, et puis évidemment les conséquences managériales, puisque à partir du moment où on est dans un domaine régi par les risques extrêmes, on va se trouver confronté à des situations totalement nouvelles par rapport au contexte classique. On va y venir. D'abord, un concept très important, c'est celui de loi de puissance dans votre entrée. Qu'est-ce qu'une loi de puissance? En quoi est-elle différente d'une loi normale, par exemple? Il est vrai qu'on a l'habitude de penser le monde assez largement, depuis le 19e siècle d'ailleurs. Un nom célèbre attaché à cette notion-là est celui de Quetelet en France, qui va promouvoir l'idée d'existence de l'individu standard, moyen. En économie, on aborde très largement la notion d'agent représentatif. On est dans ce domaine-là, dans le monde normal. Malheureusement, on peut probabiliser, voilà. La moyenne, l'individu moyen est très représentatif, pas de problème. La difficulté, c'est que malheureusement, dans la réalité, on s'éloigne dans bien des cas de cette situation-là. Et on se rend compte que les premiers exemples autour des lois de puissance sont illustrés par Pareto, typiquement fin du 19e siècle, sur la distribution des revenus. Et on se rend compte que la proportion d'individus dont le revenu est extrêmement élevé est significative, contrairement à ce à quoi on s'attendrait. Dans un monde normal, tout le monde finalement est... On pense aux travaux de Piketty, là. Hein, tout à fait. Oui, la distribution des inégalités, effectivement, résulte de ces lois de puissance. Donc, caractère très hétérogène, ça c'est une caractéristique fondamentale, quantité très importante d'entités, si je puis dire, d'événements de grande ampleur, quantité également très importante d'événements généralement de petite ampleur. Donc finalement, ce qui manque, quelque part, par rapport à la situation d'une loi normale, c'est le milieu. Bien sûr. Ce sont les individus typiques, finalement, qui n'existent pas. Loi de puissance, ça renvoie à l'idée d'exposant. Hein, c'est-à-dire, si on veut être un tout petit peu plus technique, effectivement, on peut caractériser une loi de puissance non plus par sa moyenne, par sa variance, etc., mais par un exposant. Et lorsque l'on s'intéresse au rang des observations en fonction de leur taille, eh bien, on va faire apparaître un exposant caractéristique qui révèle beaucoup de choses d'ailleurs sur la dynamique sous-jacente de l'écosystème. Si vous prenez typiquement l'exemple des indices boursiers par exemple, et le fait que certaines sociétés dans cet indice ont un impact absolument déterminant sur l'indice. Oui, tout à fait. De par la distribution des tailles d'entreprises ou des capitalisations boursières, on se rend compte que la constitution des indices boursiers, notamment et pas seulement, est en fait très largement dominée par quelques très grosses firmes.
Si on prend l'indice américain SP500, ce serait exactement la même chose en France ou en Europe, on se rend compte que quelques entreprises, 10 entreprises, on va dire, sur 500 qui constituent l'indice, vont représenter 20% de la taille globale de l'indice. Alors même que 10 sur 500, on est sur une proportion tout à fait négligeable. Vous êtes professeur de finance, on ne peut pas ne pas penser aux banques, on ne peut pas ne pas penser au too big to fail. Tout à fait. C'est typiquement un exemple de problème de loi de puissance. Exactement. À partir du moment où certaines entités, certaines entreprises sont extrêmement grandes, elles vont poser un problème très significatif en cas de défaillance. Bien sûr. Il faut bien comprendre que même si, prenons l'exemple des entreprises françaises, le tissu de PME est fondamental, et d'ailleurs particulièrement intéressant parce que quand une PME fait défaut, a priori son impact systématique est assez faible. Alors que quand une très grande entreprise, que ce soit une banque ou autre, fait défaut, vu sa taille exceptionnellement grande par rapport au reste du tissu économique, évidemment, les conséquences sont tout autres. Vous en déduisez des conséquences managériales très fortes. La première, c'est il y a des limites au concept de diversification. Oui, tout à fait. Beaucoup des pratiques de gestion sont basées de manière implicite ou explicite sur cette idée de diversification. Le point, évidemment, pour que la diversification fonctionne, il faut quelque part, l'idée sous-jacente est évidemment de procéder à un lissage d'une entreprise à l'autre, d'une année à l'autre, au niveau des résultats par exemple. Le bon vieux, pas tous les œufs dans le même panier. Exactement. Voilà. Mais cela suppose que l'aléa d'une entreprise à l'autre, le choc que subit une entreprise par rapport à une autre, soit de taille comparable. Bien sûr. Quand on a des disproportions d'ordre de grandeur significativement différentes, la diversification ne va plus fonctionner. Ou en tout cas, ses bénéfices vont être très largement atténués. D'où une seconde idée très importante. Il ne s'agit pas juste de bien travailler, il faut travailler sur les bonnes choses. Vous prenez la maxime anglo-saxonne. Oui, tout à fait. Et de ce point de vue-là, alors c'est l'introduction des extrêmes, si on peut dire, ou la prise en compte des extrêmes dans la décision managériale est à double tranchant, je dirais. D'un côté, elle pousse à se focaliser sur un certain nombre d'éléments fondamentaux. Oui. Donc, on peut y voir une simplification du travail du manager, puisque finalement, on n'a plus forcément à s'intéresser à l'image dans son ensemble. Au plus gros œuf du panier. Le revers de la médaille, bien entendu, c'est qu'il faut être capable de cibler en amont les bons éléments à suivre. Bien sûr. Parce que si on les rate, les conséquences sont considérables. Risques extrêmes, donc Yannick Malvergne, l'entrée numéro 74 de l'Encyclopédie de la stratégie. Merci de votre venue. Merci à vous.